Le plaideur conduit l'enquête. Le cabinet de travail de Monseigneur d'Artois était décoré de 4 grandes fresques pieuses, assez platement peintes, où l'ocre et le bleu dominaient, 4 figures de saints pour inspirer confiance, disait le maître du lieu. À droite, Saint-Georges terrassait le dragon. En face, Saint-Maurice, autre patron des chevaliers, se dressait en cuirasse et côte azurée. Sur le mur du fond, Saint-Pierre tirait de la mer ses inépuisables filets. Sainte-Madeleine, patronne des pécheresses, vêtue seulement de ses cheveux d'or, occupait la dernière paroi. C'était surtout vers ce mur-là que Monseigneur Robert aimait apporter les yeux. Les poutres du plafond étaient pareillement peintes d'ocre, de jaune et de bleu, avec de place en place les blasons d'Artois, de Beaumont et de Valois. Des tables couvertes de brocart, des coffres où traînaient des armes somptueuses et de lourdes torchères de fer doré meublaient la pièce. Robert se leva de son grand siège et rendit au notaire les minutes des dépositions qu'il venait de parcourir. « Fort bien, fort bonne pièce, déclara-t-il. Surtout le dire du sire de Machaut, qui paraît très spontané et complète tout à propos celui du comte de Bouville. Décidément vous êtes habile homme, maître Tesson de la chicane, et je ne regrette point de vous avoir élevé là où vous êtes. Sous votre face de carême jeuné, il se cache plus d'astuce que dans la tête creuse de bien des maîtres du Parlement. Il faut reconnaître que Dieu vous a doté d'assez de place pour loger votre cervelle. » Le notaire eut un sourire obséquieux et inclina son crâne démesuré, coiffé du bonnet qui ressemblait à un énorme chou noir. Les compliments moqueurs de Monseigneur d'Artois dissimulaient peut-être quelques promesses d'avancement. « Est-ce là toute la récolte? Avez-vous d'autres nouvelles à me donner pour ce jour ?» ajouta Robert. « Où en sommes-nous avec l'ancien bailli de Béthune ?» La procédure est une passion comme le jeu. Robert d'Artois ne vivait plus que pour son procès, ne pensait, n'agissait qu'en fonction de sa cause. Cette quinzaine-là, la seule affaire de son existence était de se procurer des témoignages. Son esprit y travaillait de l'aube au soir, et même la nuit, il se réveillait, tiré du rêve par une inspiration soudaine, pour sonner son valet Lormet, qui arrivait tout somnolent et rechignant, et lui demander « Vieux ronfleur, ne m'as-tu pas parlé l'autre jour d'un certain Simon Dourin ou Dourier, qui fut clerc de plume chez mon grand-père? Sais-tu si l'homme vit toujours? Tâche demain à t'en enquérir. » À la messe, qu'il entendait chaque jour par convenance, il se surprenait à prier Dieu pour le succès de son procès. De la prière, il revenait tout naturellement à ses machinations, et se disait pendant l'Évangile « Mais ce Gilles Flamand qui fut autrefois écuyer de Mao, et qu'elle a chassé pour quelque méfait, voilà un homme peut-être qui pourrait témoigner pour moi, il ne faut pas que j'oublie cela. » On ne l'avait jamais vu plus assidu aux travaux du conseil. Il passait chaque jour plusieurs heures au palais et donnait l'impression de s'employer ferme aux tâches du royaume. Mais c'était seulement pour garder prise sur son beau-frère Philippe VI, se rendre indispensable et veiller à ce qu'on ne nommât aux emplois que des gens de son choix. Il suivait de fort près les arrêts de justice afin d'y puiser l'idée de quelques manœuvres. De tout le reste, il se moquait. Qu'en Italie, guelfes et gibelins continuassent à s'entre-déchirer, qu'Azzo Visconti ait fait assassiner son oncle Marco et barricader la ville de Milan contre les troupes de l'empereur Louis de Bavière, tandis qu'en revanche Vérone, Vicence et Padoue, Trévise se soustrayaient à l'autorité du pape protégé par la France, Monseigneur d'Artois le savait, l'entendait, mais n'y songeait qu'à peine. Qu'en Angleterre, le parti de la reine se trouva en difficulté et que l'impopularité de Roger Mortimer devint chaque jour plus grande, Monseigneur d'Artois haussait les épaules. L'Angleterre, ces jours-là, ne l'intéressait pas, non plus que les laigniers de Flandre, qui, pour les avantages de leur commerce, multipliaient les ententes avec les compagnies anglaises. Mais que maître Andrieux de Florence, chanoine trésorier de Bourges, fut pourvu d'un nouveau bénéfice ecclésiastique, ou que le chevalier de Villebrème passa à la chambre aux deniers, voilà qui était chose importante, et qui ne pouvait supporter sursis. C'est que maître Andrieux, avec le sire de Villebrème, étaient des 8 commissaires nommés pour instruire le procès d'Artois. Ces commissaires, Robert les avait désignés à Philippe VI et pratiquement choisis. Si l'on prenait Bouchard de Montmorency, il nous a toujours loyalement servi. Si l'on prenait Pierre de Cunières, voilà un homme avisé que chacun s'accorde à respecter.
De même pour les notaires, dont ce Pierre Tesson, depuis 20 ans attaché d'abord à l'hôtel de Valois, puis à la maison de Robert. Jamais Pierre Tesson ne s'était senti si important. Jamais il n'avait été traité avec tant de familière amitié, comblé d'autant de pièces d'étoffe pour les robes de son épouse et de petits sacs d'or pour lui-même. Néanmoins, il était fatigué, parce que Robert harcelait son monde et que la vitalité de cet homme était tout bonnement épuisante. D'abord, monseigneur Robert était presque toujours debout. Sans arrêt, il arpentait son cabinet entre les hautes figures de saints. Maître Tesson ne pouvait décemment s'asseoir en présence de si grands personnages qu'un pair de France. Or, les notaires ont l'habitude de travailler assis. Maître Tesson peinait donc à soutenir son sac de cuir noir qu'il n'osait poser sur les brocarts et dont il extrayait les pièces l'une après l'autre. Il redoutait d'achever ce procès avec un mal de rein pour la vie. « J'ai vu, dit-il, répondant à la question de Robert, l'ancien bailli Guillaume de la Planche, qui est présentement détenu au Châtelet. La dame de Divion était allée le visiter auparavant. Il a bien témoigné comme nous l'attendions. Il demande que vous n'oubliez point de parler à messire Mitz de Noyer pour sa grâce, car son affaire est mauvaise et il risque fort d'être pendu. Je veillerai à ce qu'on le relâche, qu'il dorme tranquille. Et Simon Dourier, l'avez-vous entendu? Je ne l'ai pas entendu encore, monseigneur, mais je l'ai approché. Il est prêt à déclarer par devant les commissaires qu'il était présent le jour de 1302 où le comte Robert II, votre grand-père, peu avant de défunter, dicta la lettre qui confirmait votre droit à l'héritage d'Artois. Ah, fort bien, fort bien. Je lui ai promis aussi qu'il serait repris dans votre hôtel et pensionné par vous. Pourquoi en avait-il été chassé? Demanda Robert. Le notaire esquissa le geste courbe de quelqu'un qui met de l'argent dans sa poche. Bah! S'écria Robert. Il est vieux à présent. Il a eu le temps de se repentir. Je lui donnerai 100 livres l'an, le logement et les draps. Magnier de Lannoy confirmera que les lettres soustraites furent brûlées par Madame Mao. Sa maison, comme vous le savez, allait être vendue pour payer ses dettes aux Lombards. Il vous a grande grâce de lui avoir conservé un toit. Je suis bon. Cela ne se sait pas assez, dit Robert. Mais vous ne m'apprenez rien sur Juvigny, l'ancien valet d'Enguerrand. Le notaire baissa le nez d'un air coupable. Je n'en obtiens rien, dit-il. Il refuse, il prétend qu'il ne sait pas, qu'il ne se souvient plus. Comment? S'écria Robert. Je suis allé moi-même au Louvre, où il est pensionné pour faire bien peu. Je lui ai parlé, et il s'obstine à ne pas se souvenir. Voyez donc si on ne peut pas le mettre un peu à la question. La vue des tenailles l'aidera peut-être à dire la vérité. Monseigneur, répondit le notaire tristement, on tourmente les prévenus, mais pas encore les témoins. Alors apprenez-lui que si la mémoire ne lui revient pas, ses gages seront supprimés. Je suis bon, encore faut-il qu'on m'y aide. Il saisit un chandelier de bronze qui pesait bien 15 livres et le fit sauter tout en marchant d'une main dans l'autre. Le notaire pensa à l'injustice divine qui accorde tant de force musculaire à des gens qui ne l'emploient que pour s'amuser, et si peu aux pauvres notaires qui ont leur lourd sac de cuir noir à porter. Ne craignez-vous pas, monseigneur, si vous supprimez à Juvigny ses gages, qu'il ne puisse les retrouver de la main de la comtesse Mao? Robert s'arrêta. Mao! S'écria-t-il. Mais elle ne peut plus rien! Elle se terre, elle a peur! L'a-t-on vu à la cour ces temps-ci? Elle ne bouge plus, elle tremble, elle sait qu'elle est perdue. Dieu vous entende, monseigneur, Dieu vous entende. Certes, nous gagnerons, mais cela n'ira pas encore sans quelques petites traverses. Tesson hésitait à continuer, non tant par crainte de ce qu'il avait à dire qu'à cause du poids du sac. Encore 5 ou 10 minutes à rester debout. « J'ai été avisé, reprit-il, que nos gens d'enquête sont suivis en Artois, et nos témoins visités par d'autres que par nous. En outre, ces temps-ci, il y a eu un certain va-et-vient de messagers entre l'hôtel de Madame Mao et Dijon. On a vu sa porte passer par divers chevaucheurs à la livrée de Bourgogne. » Mao cherchait à resserrer ses liens avec le duc Eudes, c'était chose bien claire. Or, le parti de Bourgogne disposait à la cour de l'appui de la reine. « Oui, mais moi, j'ai le roi !» dit Robert. « La gueuse perdra, Tesson, je vous l'affirme. » Il faudra quand même produire les pièces, monseigneur, parce que sans ces pièces... À des dires, on peut toujours opposer d'autres dires. Le plus tôt sera le mieux. Il avait de personnelles raisons pour insister.
à inspirer tant de témoignages, voire à les extorquer par achat ou menace. Un notaire peut faire fortune, mais il risque aussi le Châtelet et même la Roue. Tesson ne souhaitait guère prendre la place de l'ancien bailli de Béthune. « Elles viennent, vos pièces, elles arrivent, je vous ai dit. Croyez-vous que ce soit si facile de les obtenir? À propos, Tesson, dit soudain Robert en désignant de l'index le sac de cuir noir. Vous avez noté dans le témoignage du comte de Bouville que le traité de mariage avait été scellé par les 12 pairs. Pourquoi avez-vous noté cela? Parce que le témoin l'a dit, monseigneur. Ah oui, c'est très important, dit Robert songeur. Pourquoi donc, monseigneur? Pourquoi? Parce que j'attends l'autre copie du traité, celle des registres d'Artois, qui doit m'être remise, et pour fort cher d'ailleurs. Si les noms des 12 pairs n'y figuraient pas, la pièce ne serait point bonne. Quels étaient les pairs en ce temps-là? Pour les ducs et comtes, c'est chose facile, mais les pères d'église, qui étaient-ils? Voyez comme il faut être attentif à tout. Le notaire regarda Robert avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Savez-vous, monseigneur, que si vous n'aviez pas été si grand sire, vous eussiez fait le meilleur notaire qui soit au royaume. Sans offense, je dis cela sans offense, monseigneur. Robert sonna pour qu'on raccompagnât son visiteur. À peine le notaire se fut-il retiré que Robert sortit par une petite porte ménagée entre les hanches de la Madeleine, un jeu de décoration qui l'amusait fort, et courut à la chambre de son épouse. En ayant chassé les dames de parage, il dit « Jeanne, ma bonne amie, ma chère comtesse, faites savoir à la Divion d'interrompre l'écriture du traité de mariage. Il y faut le nom des 12 pairs de l'an 82, les savez-vous? Eh bien, moi non plus. Où peut-on se les procurer sans donner l'éveil? Ah, que de temps perdu! Que de temps perdu! » La comtesse de Beaumont, de ses beaux yeux bleus limpides, contemplait son mari. Un vague sourire éclairait son visage. Son géant avait encore trouvé quelques motifs d'agitation. Très calmement, elle dit « À Saint-Denis, mon doux époux, à Saint-Denis, au registre de l'abbaye. Nous y relèverons sûrement les noms des pères. Je vais y envoyer frère Henri, mon confesseur, comme s'il voulait faire quelques recherches savantes. » Une expression de tendresse amusée, de gratitude joyeuse passa sur le large visage de Robert. « Savez-vous, mamie, dit-il en s'inclinant avec une grâce pesante, que si vous n'étiez pas si haute dame, vous eussiez fait le meilleur notaire du royaume. » Ils se sourirent, et dans les yeux de Robert, la comtesse de Beaumont, née Jeanne de Valois, lut la promesse qu'il visiterait son lit le soir. Les faussaires. On croit toujours, lorsqu'on s'engage sur le chemin du mensonge, que le trajet sera court et facile. On franchit aisément et même avec un certain plaisir les premiers obstacles. Mais bientôt la forêt s'épaissit, la route s'efface, se ramifie en sentiers qui vont se perdre dans des marécages. Chaque pas bute, s'enfonce ou s'enlise. On s'irrite, on se dépense en démarches vaines dont chacune constitue une nouvelle imprudence. À première vue, rien de plus simple que de contrefaire un vieux document. Une feuille de velin jaunie au soleil et usée dans la cendre, la main d'un clerc soudoyé, quelques sous appliqués sur des lacets de soie, voilà qui ne semble requérir que peu de temps et des dépenses modiques. Pourtant, Robert d'Artois avait dû renoncer provisoirement à faire reconstituer le contrat de mariage de son père, et cela non seulement à cause de la recherche du nom des 12 pairs, mais aussi parce qu'il fallait que l'acte fût rédigé en latin, et que n'importe quel clerc n'était pas apte à fournir la formule utilisée naguère dans les traités des mariages princiers. L'ancien aumônier de la reine Clémence de Hongrie, instruit de ces matières, tardait à fournir l'entrée et l'issue de la lettre. On n'osait trop le presser de peur que la démarche ne prît un air suspect. Il y avait aussi la question des sceaux. « Faites-les copier par un graveur de coin, d'après d'anciens cachets, » avait dit Robert. Or, les graveurs de sceaux étaient assermentés. Celui de la cour, interrogé, avait déclaré qu'on ne pouvait imiter exactement un sceau, que 2 coins jamais n'étaient identiques, et qu'une cire scellée d'un faux coin se reconnaissait aisément aux yeux des experts. Quant aux coins originaux, ils étaient toujours détruits à la mort de leur propriétaire. Donc, il fallait se procurer d'anciens actes, pourvus des cachets dont on avait besoin, détacher ceux-ci, ce qui n'était pas opération aisée,
et les reporter sur la fausse pièce. Robert conseilla à la Divion de rassembler ses efforts sur un document moins difficile et qui présentait une égale importance. Le 28 juin 1302, avant de partir pour l'Ost de Flandre, où il devait périr percé de 20 coups de lance, le vieux comte Robert II avait mis ses affaires en ordre et confirmé par lettre les dispositions qui assuraient à son petit-fils l'héritage du comté d'Artois. « Et cela est vrai, tous les témoins l'affirment, » disait Robert à sa femme. « Simon Dourier se rappelle même quels vassaux de mon grand-père étaient présents, et de quel bailliage on apposa les sceaux. Ce n'est rien d'autre que la vérité que nous ferons éclater là. » Simon Dourier, ancien notaire du comte Robert II, fournit la teneur de la déclaration, autant que sa mémoire la pouvait restituer. L'écriture en fut faite par un clerc de la comtesse de Beaumont nommé Dufour, mais le texte de Dufour avait trop de rature, et puis sa main se reconnaissait. La Divion alla en Artois porter ce texte à un certain Robert Rossignol, qui avait été clerc de Thierry d'Hirson, et qui recopia la lettre, non avec une plume d'oie, mais avec une plume de bronze pour mieux déguiser son écriture. Ce Rossignol, à qui l'on offrait en récompense un voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle, où il avait promis de se rendre en accomplissement d'un vœu de santé, avait un gendre appelé Jean Olliette, qui s'entendait assez bien à détacher les sceaux. Cette famille décidément était pleine de ressources. Olliette enseigna son savoir à la dame de Divion. Celle-ci revient à Paris, s'enferme avec madame de Beaumont et une seule servante, Jeannette la Mesquine, et voilà les trois femmes s'exerçant à l'aide d'un rasoir chauffé et d'un crin de cheval trempé dans une liqueur spéciale, qui l'empêchait de casser, à détacher les cachets de cire de vieux documents. On partageait le seau en deux, puis on chauffait l'une des moitiés, et on la réappliquait sur l'autre, en prenant entre elles les lacets de soie ou la queue de parchemin de la nouvelle pièce. Enfin, on cuisait un peu le bord de la cire pour faire disparaître la trace de la coupure. Jeanne de Beaumont, Jeanne de Divion et Jeanne la Mesquine se firent ainsi la main sur plus de 40 seaux. Elles ne travaillaient jamais deux fois au même endroit, se cachant tantôt dans une chambre de l'hôtel d'Artois, tantôt à l'hôtel de l'Aigle, ou encore en des demeures de campagne. Robert pénétrait parfois dans la pièce pour jeter un coup d'œil sur l'opération. « Alors, mes trois Jeannes sont au labeur !» lançait-il avec bonne humeur. C'était la comtesse de Beaumont qui des trois était la plus habile. « Doigt de femme, doigt de fée !» disait Robert en baisant courtoisement la main de son épouse. Le tout n'était pas de savoir détacher les seaux. Encore fallait-il se procurer ceux dont on avait besoin. Le sceau de Philippe le Bel était aisé à trouver. Il existait partout des actes royaux. Robert se fit confier par l'évêque d'Évreux une lettre concernant sa seigneurie de Conches, pièce qu'il avait à consulter, prétendit-il, et qu'il ne rendit jamais. En Artois, la Divion mit ses amis Rossignol et Olliette, ainsi que deux autres mesquines, Marie la Blanche et Marie la Noire, à rechercher les anciens cachets de bailliage et de seigneurie. Bientôt tous les sceaux furent réunis, sauf un seul, le plus important, celui du feu comte Robert II. La chose pouvait paraître absurde, mais c'était ainsi. Tous les actes de famille étaient enfermés au registre d'Artois, sous la garde des clercs de Mahot, et Robert, mineur lors de la mort de son grand-père, n'en détenait aucun. La Divion, grâce à une sienne cousine, approcha un personnage nommé Ourson le Borgne, qui possédait une patente du feu comte, scellée avec lac de foie, et qui paraissait disposé à s'en défaire moyennant 300 livres. Madame Jeanne de Beaumont avait bien dit qu'on achetât la pièce à n'importe quel prix, mais la Divion ne possédait pas tant d'argent en Artois, et messire Ourson le Borgne, méfiant, n'acceptait pas de se défaire de sa patente contre seule promesse. La Divion, à bout de ressources, se souvint d'avoir un mari qui vivait assez benoîtement dans la châtellenie de Béthune. Il ne lui avait jamais montré trop d'aigre jalousie, et maintenant que l'évêque Thierry était mort, elle recourut à lui. Sans doute c'étaient beaucoup de gens à présent mis dans la confidence, mais il fallait bien en passer par là. Le mari ne voulut pas prêter d'argent, mais consentit à se défaire d'un bon cheval sur lequel il avait été en tournoi et que la Divion fit accepter à messire Ourson en complément de gage, lui laissant également les quelques bijoux qu'elle avait sur elle. Ah, elle se dépensait, la Divion. Elle ne ménageait ni son temps, ni sa peine, ni ses démarches, ni ses voyages, ni sa langue. Et puis, elle faisait attention à ne plus rien égarer. Elle dormait, la tête sur ses clés. La main crispée par l'angoisse, elle découpa au rasoir le sceau du feu contre Robert.
un seau qui coûtait 300 livres. Et comment retrouver le semblable si, par malheur, il allait se briser? Monseigneur Robert s'impatientait un peu, parce que tous les témoins maintenant étaient entendus, et que le roi lui demandait fort aimablement et par marque d'intérêt si les pièces dont il avait juré l'existence seraient bientôt présentées. Encore 2 jours, encore 1 jour de patience. Monseigneur Robert allait être content. L'invité de Reuilly. Robert d'Artois, pendant la saison chaude, et quand le service du royaume et les soucis de son procès lui en laissent le temps, aime à passer les fins de semaine à Reuilly, dans un château qui appartient à sa femme par héritage valois. Les prairies et les forêts entretiennent une agréable fraîcheur autour de cette demeure. Robert garde là son oisellerie de chasse. La maisonnée est nombreuse, car beaucoup de jeunes nobles, avant d'obtenir la chevalerie, se placent chez Robert pour y être écuyer, sommelier ou valet de sa chambre. Qui ne parvient pas à entrer dans la maison du roi, s'efforce d'être attaché à celle du comte d'Artois, se fait recommander par des parents influents et, une fois accepté, cherche à se distinguer par son zèle. Tenir la bride du cheval de Monseigneur, lui tendre le gant de cuir sur lequel se posera son faucon muscadin, apporter son couvert à table incliné sur ses puissantes mains léguières à eau, c'est s'avancer un peu dans la hiérarchie de l'État. Venir secouer son oreiller au matin pour l'éveiller, c'est presque secouer l'oreiller du bon Dieu, puisque Monseigneur, chacun s'accorde à le dire, fait à la cour la pluie et le beau temps. Ce samedi du début de septembre, il a invité à Reuilly quelques seigneurs de ses amis, dont le sire de Brécy, le chevalier de Hangest et l'archidiacre d'Avranches, et même le vieux comte de Bouville, à demi aveugle, qu'il a fait prendre en litière. Pour ceux qui voulaient se lever matin, il a offert une petite chasse au vol. À présent, ses hôtes sont réunis dans la salle de justice, où lui-même, en vêtements de campagne, se tient familièrement assis dans son grand fauteuil. La comtesse de Beaumont, son épouse, est présente, et aussi le notaire Tesson, qui a posé sur une table son écritoire et ses plumes. « Mes bons sires, mes amis, dit-il, j'ai requis votre compagnie afin que vous me portiez conseil. » Les gens sont toujours flattés qu'on requiert leur avis. Les jeunes écuyers nobles présentent aux invités les breuvages d'avant-repas, les vins aux aromates, les dragées épicées et les amandes émondées sur des coupes de vermeil. Ils sont attentifs à ne faire ni bruit ni faute en leur service. Ils ouvrent tout grand leurs yeux, ils se préparent des souvenirs. Ils diront plus tard « J'étais ce jour-là chez Monseigneur Robert. Il y avait le comte de Bouville qui avait été chambellan du roi Philippe le Bel. » Robert parle posément, sérieusement. Une certaine dame de Divion, qu'il ne connaît que peu, s'est venue proposer pour lui remettre une lettre qu'elle tient avec d'autres de l'évêque Thierry d'Hirson, dont elle était la douce amie, confie-t-il en baissant un peu la voix. La Divion demande argent, naturellement, ces femmes-là sont toutes de même sorte, mais le document semble d'importance. Toutefois, avant de l'acquérir, Robert veut s'assurer qu'on ne le gruge pas, que cette lettre est bonne, qu'elle peut servir comme pièce à son procès, et que ce n'est pas là quelque œuvre de faussaire fabriquée seulement pour lui soutirer monnaie. C'est pourquoi il a convié ses amis, qui sont d'avis sage et plus habiles que lui en matière d'écrit, à examiner la pièce. De temps en temps, Robert lance un coup d'œil à sa femme, pour s'assurer de l'effet produit. Jeanne incline la tête imperceptiblement. Elle admire la grosse malice de son époux. Et comme ce géant retors joue bien les naïfs quand il veut tromper. Il fait l'inquiet, le soupçonneux. Les autres ne vont pas manquer d'approuver si bonne lettre. Ayant approuvé, ils ne se dédiront plus de leur opinion, et à travers les milieux de la cour et du Parlement se répandra la nouvelle que Robert tient en main la preuve de son droit. « Faites entrer cette dame Divion !» dit Robert avec un air sévère. Jeanne de Divion apparaît, bien provinciale, bien modeste. De la guimpe de lin sort son visage triangulaire, aux yeux cernés d'ombre. Elle n'a pas besoin de contrefaire l'intimider, elle l'est. Elle sort d'une grande bourse d'étoffe un parchemin roulé, d'où pendent plusieurs sceaux, et le remet à Robert, qui le déploie, le considère un moment, puis le passe au notaire. « Examinez les sceaux, maître Tesson. »
Le notaire vérifie l'attache des lacets de soie, incline sur le velin son énorme bonnet noir et son profil en croissant de lune. « C'est bien le sceau du feu comte votre grand-père, monseigneur, dit-il d'un ton convaincu. « Voyez, mes bons sires, dit Robert. On se transmet le document de main en main. Le sire de Brécy confirme que les sceaux des bailliages d'Arras et de Béthune sont excellents. Le comte de Bouville approche la pièce de ses yeux fatigués. Il ne distingue que la tache verte au bas de la lettre. Il palpe la cire douce sous le doigt, et les larmes s'échappent de ses paupières. « Ah !» murmure-t-il, « le sceau de cire verte de mon bon maître Philippe le Bel !» Et il y a un moment de grand attendrissement, un instant de silence, où l'on respecte les longs souvenirs de ce vieux serviteur de la couronne. Ladivion, qui se tient en retrait contre un mur, échange un regard discret avec la comtesse de Beaumont. « À présent, lisez-nous cela, maître Tesson, » commande Robert. Et le notaire, ayant pris le parchemin, commence. « Nous, Robert de France, père et comte d'Artois. » Les formules initiales ont la tournure habituelle. L'assistant s'écoute avec calme. « Et si déclarons en présence des seigneurs de Saint-Venant, de Saint-Paul, de Velpeille, chevaliers qui scelleront de leur sceau, et de maître Thierry d'Hirson Montclair. » Quelques regards se sont portés vers Ladivion qui baisse le nez. « Habile d'avoir mentionné l'évêque Thierry, » pense Robert. Cela authentifie les témoignages sur son rôle. Tout cela s'enchaîne bien. Que lors du mariage de notre fils Philippe, nous lui avons fait investiture de notre comté, nous en réservant la jouissance notre vie durant, et que notre fille Mao y a consenti et qu'elle a renoncé à la dite comté. « Ah, mais c'est chose capitale, cela !» s'écrie Robert. « C'est plus que je n'attendais. Jamais nul ne m'avait dit que Mao eût consenti. Vous voyez, mes amis, quelle est sa vilainie. Continuez, maître Tesson. » Les assistants sont fort impressionnés. On hoche la tête, on se regarde. Oui, la pièce est d'importance. « Et à présent que Dieu a rappelé à lui notre cher et bien-aimé fils le comte Philippe, demandons à notre Seigneur le roi qu'il nous vient qu'à la guerre Dieu fasse sa volonté de nous, que notre Seigneur le roi veille à ce que les oies de notre fils n'en soient pas déshérités. » Les têtes continuent d'approuver avec dignité. Le chevalier de Hangest, qui est du Parlement, écarte les mains en direction de Robert d'un geste qui signifie « Monseigneur, votre procès est gagné ». Le notaire achève. « Et avons ceci scellé de notre sceau en notre hôtel d'Arras, le 28e jour de juin de l'an de grâce 1322. » Robert ne peut réprimer un sursaut. La comtesse de Beaumont pâlit. Ladivion contre son mur se sent mourir. Ils ne sont pas les seuls à avoir entendu 1322. Dans l'auditoire, les têtes se sont tournées avec surprise vers le notaire, qui lui-même donne quelques signes d'affolement. « Vous avez lu 1322 » demande le chevalier de Hangest. « C'est 1302 que vous voulez dire, l'année de la mort du comte Robert. » Maître Tesson voudrait bien pouvoir s'accuser d'un lapsus, mais le texte est là, sous ses yeux, portant clairement 1322. Et l'on va demander à revoir la pièce. Comment cela a-t-il pu se produire? Ah, monseigneur Robert va être d'une humeur. Et lui-même, Tesson, dans quelle affaire s'est-il laissé engager? Au Châtelet, c'est au Châtelet que tout cela va finir. Il fait ce qu'il peut pour réparer le désastre, il bredouille. Il y a un vice d'écriture. Mais oui, bien sûr, c'est 1302 qu'il faut lire. Et prestement, il trempe sa plume dans l'encre, rature, biffe quelques lettres, rétablit la date correcte. « Est-ce bien à vous de corriger ainsi ?» lui dit le chevalier de Hangest d'un ton un peu choqué. « Mais oui, messire, dit le notaire. Il y a 2 points marqués sous le mot, et c'est l'habitude des notaires de corriger les mots mal écrits, sous lesquels des points sont mis. »« Cela est vrai, » confirme l'archidiacre d'Avranches. Mais l'incident a détruit toute la belle impression produite par la lecture. Robert appelle un écuyer et lui commande à l'oreille de faire hâter le repas et puis s'efforce de ranimer la conversation. « En somme, maître Tesson, pour vous, la lettre est bonne. »« Certes, monseigneur, certes, » s'empresse de répondre Tesson. « Et pour vous aussi, messire l'archidiacre. »« Je la pense bonne. »« Peut-être, dit le sire de Brécy d'une voix amicale,
devriez-vous la faire comparer avec d'autres lettres du feu comte d'Artois de la même année. « Et le moyen, mon bon, répond Robert, le moyen de comparer quand ma tante Mao tient tout en ses registres. Je crois la pièce bonne. On n'invente pas pareille chose. Moi-même, je n'en savais pas tant, et particulièrement que Mao eût renoncé. » À ce moment, une sonnerie de trompe résonne dans la cour. Robert frappe dans ses mains. « On corne l'eau, mes seigneurs. Passons à nous laver les doigts et allons dîner. » Il écumait en arpentant la chambre de la comtesse son épouse, et le plancher tremblait sous son pas. « Et vous l'avez lu, et Tesson l'a lu, et la Divion l'a lu, et personne de vous n'a été capable de voir ce malheureux 22 qui risque de faire crouler tout notre édifice. » « Mais vous-même, mon ami, répond calmement Jeanne de Beaumont, vous avez lu et relu cette lettre. Vous en étiez fort satisfait, il me semble. »« Eh oui, je l'ai lu. Et moi non plus, je n'ai pas vu ce vice. Lire des yeux et lire de voix, c'est pas la même chose. Et pouvais-je penser qu'on allait commettre pareille sottise? Il a fallu que cet âne de notaire et l'autre âne qui a écrit la lettre, comment s'appelle-t-il celui-là? Rossignol. Ah! Cela se prétend capable de rédiger une pièce. Cela vous extrait plus d'argent qu'il n'en faut pour bâtir, et ça n'est même pas capable de tracer la bonne date. Je vais le faire saisir, ce Rossignol, pour qu'on le fouette jusqu'au sang. Il vous faudra le faire prendre à Saint-Jacques, mon ami, où il est en pèlerinage avec vos deniers. À son retour, alors. Ne craignez-vous pas qu'il parle un peu trop haut pendant qu'on le fouettera? Robert haussa les épaules. Heureux encore que la chose se soit passée ici, et non en lecture devant le Parlement. Il vous faudra veiller davantage, mamie, pour les autres pièces, à ce que de telles erreurs ne se commettent plus. Madame de Beaumont trouvait injuste que la colère de son époux se tournât contre elle. Elle déplorait l'erreur tout autant que lui s'en attristait également, mais après tout le mal qu'elle s'était donné, après s'être écorché les mains à couper la cire de tant de sots, elle estimait que Robert eût pu se contenir, ne pas la traiter en coupable. Après tout, Robert, pourquoi risquez-vous et me faites risquer ainsi qu'à tant de personnes de votre entourage d'être un jour convaincus de mensonges et de faux? Ce ne sont pas des mensonges, ce ne sont pas des faux, hurla Robert. C'est le vrai que je veux faire éclater aux yeux de tous, alors qu'on s'est obstiné à le cacher. Soit, c'est le vrai, dit-elle, mais un vrai, avouez-le, qui a mauvaise apparence. Craignez sous de tels habits qu'on ne le reconnaisse pas. Vous avez tout, mon ami. Vous êtes père du royaume, frère du roi par moi, qui suis sa sœur, et tout puissant en son conseil. Vos revenus sont larges, et ce que je vous ai apporté par dot et héritage fait votre fortune enviable par tous. Que ne laissez-vous l'Artois? Ne pensez-vous pas que nous avons assez joué à un jeu qui peut nous coûter fort cher? Mamie, vous raisonnez bien mal, et je m'étonne de vous entendre, vous si sage d'ordinaire, parler de la sorte. Je suis premier baron de France, mais un baron sans terre. Mon petit comté de Beaumont, qui ne m'a été donné qu'en compensation, est domaine de la couronne. Je ne l'exploite pas, on m'en sert les revenus. On m'a élevé à la pairie, mais vous venez de le dire vous-même, parce que le roi est votre frère. Or, Dieu puisse nous le garder longtemps, mais un roi n'est pas éternel. Nous en avons vu suffisamment passer que Philippe vienne à mourir. Est-ce moi qui aurai la régence? Que sa mâle boiteuse d'épouse, qui me hait et qui vous hait, s'appuie sur la Bourgogne pour régenter, serais-je aussi puissant et le trésor me paiera-t-il toujours mes revenus? Je n'ai point d'administration, je n'ai point de justice, je n'ai pas vraiment de grands vassaux. Je ne peux point tirer de ma terre des hommes à moi, qui me doivent toute obéissance et que je puisse placer aux emplois. Qui nantit-on des charges aujourd'hui des gens venus de Valois, d'Anjou, du Maine, des apanages et fiefs du bon Charles, votre père? Où puiser mes propres serviteurs? Parmi ceux-là? Je vous le répète, je n'ai rien. Je ne puis lever de bannières assez nombreuses qui fassent trembler devant moi. La puissance vraie ne se compte qu'au nombre des châtellenies qu'on commande et dont on peut tirer les hommes de guerre. Ma fortune ne repose que sur moi, sur mes bras, sur la place que j'occupe au conseil. Mon crédit n'est fondé que sur la faveur, et la faveur ne tient que ce que Dieu le veut. Nous avons des fils, eh bien pensez à eux, mamie. Et comme il n'est pas bien sûr qu'ils aient hérité de ma cervelle, je voudrais bien leur laisser la couronne d'Artois, qui est leur dot par juste héritage.
Il n'en avait jamais dit aussi long sur ses pensées profondes. Et la comtesse de Beaumont, oubliant ses griefs du moment précédent, voyait son mari lui apparaître sous un jour nouveau, non plus seulement comme le colosse rusé dont les intrigues l'amusaient, le mauvais sujet capable de toutes les coquineries, le trousseur de toute fille, qu'elle fût noble, bourgeoise ou servante, mais comme un vrai grand seigneur, raisonnant les lois de sa condition. Charles de Valois, lorsqu'autrefois il courait après un royaume ou une couronne d'empereur, et cherchait pour ses filles des alliances souveraines, justifiait ses actes par de semblables soucis. À ce moment, un écuyer frappa à la porte. La dame de Divion demandait à parler au comte de toute urgence. « Que me veut-elle encore, celle-là? Elle ne craint donc pas que je l'écrase? Faites-la venir. » La Divion apparut, hagarde, porteuse d'une très mauvaise nouvelle. Ces deux mesquines en Artois, Marie la Blanche et Marie la Noire, celle qui l'avait aidé à acheter plusieurs des sceaux de la fausse lettre, se trouvaient en prison, appréhendées par les sergents de la comtesse Mao. Mao et Béatrice. Que le diable vous fasse sécher les entrailles à tous, mauvaises gens que vous êtes, criait la comtesse Mao. Comment? Je fais saisir ces deux femmes, par lesquelles on pouvait tout savoir, et pas plus tôt elles sont prises, voici qu'on les relâche. La comtesse Mao, en son château de Conflans, sur la Seine, près de Vincennes, venait d'apprendre quelques minutes plus tôt que les deux servantes de la Divion arrêtées sur son ordre par le bailli d'Arras avaient été libérées. Sa colère était grande, et les mauvaises gens auxquelles ces malédictions s'adressaient n'étaient représentés pour l'heure que par la seule Béatrice d'Hirson, sa demoiselle de parage, sur laquelle elle déchargeait sa fureur. Le bailli d'Arras était un oncle de Béatrice, un frère cadet de feu l'évêque Thierry. « Ces mesquines, madame, n'ont été relâchées que sur ordre du roi, présentées par deux sergents d'armes, répondit calmement Béatrice. « Allons donc! Le roi se moque bien des deux servantes qui tiennent cuisine dans un faubourg d'Arras. Elles ont été relâchées sur l'ordre de mon Robert, qui a accouru chez le roi pour obtenir leur élargissement. A-t-on seulement pris le nom des sergents? S'est-on assuré qu'ils étaient bien des officiers royaux? Ils se nomment Massiot l'Allemand et Jean le Servoisier, madame, répondit Béatrice avec la même calme lenteur. Deux sergents d'armes de Robert! Je connais ce Massiot l'Allemand. Il est de ceux que mon gueux de neveu emploie à tous ces méchants coups. Et d'abord, comment Robert a-t-il été averti que les servantes de la Divion avaient été prises? Demanda Mao en jetant sur sa dame de parage un regard chargé de soupçons. Monseigneur Robert a gardé beaucoup d'intelligence en Artois. Vous ne l'ignorez pas, madame. Je souhaite, dit Mao, qu'il n'en ait pas trouvé parmi les gens qui me touchent de près. Mais c'est déjà me trahir que de mal me servir, et je suis trahi de toutes parts. Ah, depuis la mort de Thierry, on dirait que vous n'avez plus de cœur pour moi, des ingrats. Je vous ai tous couverts de mes bienfaits. Depuis 15 ans, je te traite comme ma propre fille. Béatrice d'Hirson abaissa ses longs cils noirs et regarda vaguement le dallage. Son visage ambré, lisse, aux lèvres bien ourlées, ne trahissait aucun sentiment, ni humilité ni révolte, simplement une certaine fausseté par cet abaissement de cils extraordinairement longs, derrière lesquels s'abritait le regard. Ton oncle, Denis, dont j'ai fait mon trésorier pour complaire à Thierry, me gruge et me dérobe. Où sont les comptes des cerises de mon verger qu'il a vendues cet été sur le marché de Paris? Un jour viendra où j'exigerai contrôle de ces registres. Vous avez tout, terre, maison, château, acheté avec les profits que vous faites sur moi. Ton oncle Pierre, un niais, que je nomme bailli, pensant que d'être si sot au moins il me sera fidèle, le voilà qui n'est même plus capable de tenir closes les portes de mes prisons. On en sort comme on veut, comme d'une auberge ou d'un Bordeaux. Mon oncle pouvait-il refuser, madame, devant le cachet du roi? Et les 4 jours qu'elles ont passés en geôle, qu'ont-elles dit, ces servantes de mauvaises putains? Les a-t-on fait parler, ton oncle? Les a-t-il soumises à la question? Mais, madame, dit Béatrice toujours de la même voix lente, il ne le pouvait sans ordre de justice. Voyez ce qui est advenu à votre bailli de Béthune. D'un geste de sa grande main tavelée, Mao balaya l'argument. Non! Vous ne me servez plus avec cœur, dit-elle. Ou plutôt, vous m'avez toujours mal servi. Mao vieillissait. L'âge marquait son corps de géante. Un rude duvet blanc croissait sur ses joues, qui s'empourpraient au moindre mécontentement.
La montée du sang lui coupait alors comme une bavette rouge sur la gorge. Au cours de l'année précédente, elle avait connu plusieurs graves altérations de santé. Cette période lui était funeste de toutes les manières. Depuis son parjure d'Amiens et la constitution de la commission d'enquête, son caractère s'aigrissait jusqu'à devenir odieux. De plus, son esprit se fatiguait. Elle mettait un peu toutes choses sur le même plan. La grêle avait-elle gâté les roses qu'elle faisait cultiver par milliers dans ses jardins, ou bien quelque accident était-il survenu aux machines hydrauliques qui alimentaient les cascades artificielles de son château d'Edin? Sa colère s'abattait comme tempête sur les jardiniers, sur les ingénieurs, sur les écuyers, sur Béatrice. « Et ces peintures, faites il n'y a pas 10 ans !» criait-elle en montrant les fresques de la galerie de Conflans. 48 livres parisis! Je les ai payés à cet imagier que ton oncle Denis avait fait venir de Bruxelles et qui m'avait bien garanti qu'il emploierait les couleurs les plus fines. Pas même 10 ans et regarde donc! L'argent des haumes se ternit déjà et le bas de l'image est tout écaillé. Est-ce là bon travail honnête? Je te le demande. Béatrice s'ennuyait. La suite de Mao était nombreuse, mais composée seulement de gens âgés. Mao se tenait à présent assez éloigné de la cour de France, qui était toute soumise à l'influence de Robert. Là-bas à Paris, à Saint-Germain, autour du roi Trouvé, c'étaient sans cesse joutes, tournois et fêtes, pour l'anniversaire de la reine, pour le départ du roi de Bohême, ou même sans raison, simplement pour se donner plaisir. Mao n'y allait guère, ou ne faisait que de brèves apparitions quand son rang de père de royaume l'y obligeait. Elle n'était plus d'âge à danser carole, ni d'humeur à regarder les autres se divertir, surtout dans une cour où on la traitait si mal. Elle ne prenait même plus d'agrément à séjourner à Paris, en son hôtel de la rue Mauconseil. Elle vivait retraite entre les hauts murs de Conflans, ou bien à Edin, qu'elle avait dû remettre en état après les dévastations exercées par Robert en 1316. Tyrannique depuis qu'elle n'avait plus d'amant, le dernier avait été l'évêque Thierry d'Hirson, qui se partageait entre elle et la Divion, d'où la haine que Mao vouait à cette femme, et, redoutant d'être saisie de malaise nocturne, elle obligeait Béatrice à dormir au bout de sa chambre, où stagnaient des odeurs accumulées de vieillesse, de pharmacie et de mangeaille. Car Mao dévorait toujours autant, à toute heure saisie des mêmes fringales monstrueuses. Les tentures, les tapis sentaient le civet, la venaison, le brouet à l'ail. De fréquentes indigestions l'obligeaient à appeler mire, physicien, barbier et apothicaire. Les potions et bouillons d'herbes succédaient aux viandes marinées. Ah, où était le bon temps où Béatrice aidait Mao à empoisonner les rois? Béatrice elle-même commençait à ressentir le poids des années. Sa jeunesse s'achevait, 33 ans, c'est l'âge où toutes les femmes, même les plus perverses, contemplent les deux versants de leur vie, songent avec nostalgie aux saisons écoulées et avec inquiétude aux saisons à venir. Béatrice était toujours belle et s'en assurait dans les yeux des hommes ses miroirs préférés. Mais elle savait aussi qu'elle ne possédait plus absolument ce teint de fruits dorés qui avait fait l'attrait de ses 20 ans. L'œil très sombre, et qui ne laissait presque pas paraître de blanc entre les cils, était moins brillant au réveil. La hanche s'alourdissait un peu. C'était maintenant que les jours ne se devaient point perdre. Mais comment, avec cette Mao qui l'obligeait à coucher dans sa chambre, comment s'échapper pour rejoindre un amant de rencontre, ou pour aller à minuit, en quelque maison secrète, assister à une messe vaine, et trouver dans les pratiques du sabbat les épices du plaisir? « Où es-tu à rêver ?» lui cria brusquement la comtesse. « Je ne suis pas à rêver, madame, » répondit-elle en ramenant sur Mao son regard coulant. « Je songe seulement que vous pourrez avoir meilleure fille que moi pour vous servir. Je pense à me marier. » C'était là savante méchanceté dont l'effet se manifesta sans retard. « Ah, beau parti que tu feras !» s'écria Mao. « Ah, il sera bien pourvu, celui qui te prendra pour femme, et qui pourra rechercher ton pucelage dans le lit de tous mes écuyers, avant que d'aller aussi y gagner ses cornes. » À l'âge que j'ai, madame, et où vous m'avez tenu fille pour vous servir, pucelage est plutôt malheur que vertu. C'est de toute façon chose plus commune que les maisons et les biens que j'apporterai à un mari. Si tu les gardes, ma fille, si tu les gardes, car ils ont été tondus sur mon dos. Béatrice sourit, et son regard noir à nouveau se voila. « Oh, madame, dit-elle avec une extrême douceur, vous n'iriez point retirer vos bienfaits
à qui vous a servi en choses si secrètes, et que nous avons accomplies ensemble. » Mao la regarda avec haine. Béatrice savait lui rappeler les cadavres royaux qui dormaient entre elles, les dragées du hutin, le poison sur les lèvres du petit Jean Ier. Elle savait aussi comment la scène finirait par une montée de sang au visage de la comtesse, par la bavette rouge marquée sur son cou bovin. « Tu ne te marieras pas ! Ah tiens, vois le mal que tu me fais à me tenir tête, et sois contente !» dit Mao en se laissant choir sur un siège. « Le sang me monte aux oreilles qui sont toutes sonnantes, il va falloir encore me faire saigner !»« Ne serait-ce, madame, de manger trop qui vous oblige à vous faire tirer tant de sang ?»« Je mangerai ce qui me plaît !» hurla Mao. « Et quand il me plaît, je n'ai pas besoin d'une ignorante comme toi pour décider ce qui m'est bon. Va me chercher du fromage anglais et du vin, et ne tarde pas !» Il ne restait plus de fromage anglais au resserre. Le dernier arrivage était épuisé. « Qui l'a mangé ? On me vole, alors qu'on m'apporte un pâté en croûte !»« Eh oui, c'est cela. Bourre-toi et crève !» pensait Béatrice en déposant le plateau. Mao saisit une large tranche à pleine main et y mordit. Mais le craquement qu'elle entendit et qui lui résonna dans le crâne n'était pas seulement celui de la croûte. Elle venait de se casser une dent, une de plus. Ses yeux, gris et injectés, s'élargirent un peu. Elle demeura immobile quelques instants, la tranche de pâté d'une main, un verre de vin dans l'autre, et la bouche ouverte avec une incisive rompue au collet qui s'était mise horizontale contre la lèvre. Elle posa le verre, détacha sans peine la partie brisée de la dent. Elle mesurait de la langue la place vide sous la gencive et tâtait la surface râpeuse, blessante de la racine. En même temps, elle contemplait entre ses gros doigts le petit morceau d'ivoire jauni, noir à la brisure, ce fragment d'elle-même qui l'abandonnait. Mao releva les yeux parce que Béatrice devant elle était en train de pouffer. Les bras croisés sur la taille, les épaules agitées, la demoiselle de Parages ne pouvait plus contenir son fou rire. Avant qu'elle ait eu le temps de reculer, Mao fut sur elle et la gifla à la volée par 2 fois. Le rire de Béatrice s'arrêta net. Derrière les longs cils, les prunelles noires étincelèrent d'un éclat méchant, puis s'éteignirent aussitôt. Ce soir-là, quand Béatrice aida la comtesse à se dévêtir, il semblait que la paix fût rétablie entre elles. Mao, revenu à son obsession, expliquait à Béatrice « Comprends-tu pourquoi je tenais tant à ce qu'on questionnât ces 2 femmes ? Je suis certaine que la division Ed Robert a fabriqué de fausses pièces. Je voudrais qu'on la prît la main dans le sac. » Elle suçait machinalement son chicot que le barbier avait limé. Béatrice, depuis la double gifle, mûrissait un projet. « Puis-je, madame, vous proposer un conseil ? Accepteriez-vous de l'ouïr ?»« Mais oui, ma fille, parle. Je suis vive. J'ai la main leste, mais j'ai confiance en toi. Tu le sais bien. » « Eh bien, madame, tout le mal vient de l'héritage de mon oncle Thierry, et de ce que vous n'avez point voulu payer ce qu'il laissait à la Divion. Une mauvaise créature, certes, et qui ne méritait pas tant. Mais vous vous êtes fait là une ennemie qui tenait certains secrets de la bouche de mon oncle, et qui est en train de les vendre à monseigneur Robert. C'est une chance encore que j'ai pu vider à temps le coffre d'Hirson, où mon oncle serrait certains de vos papiers. Voyez quel usage en aurait pu faire cette mauvaise femme. Un peu d'argent et de terre que vous lui eussiez donné, et le bec lui était scellé. « Eh oui, dit Mao, j'ai peut-être eu tort, mais avoue que cette ribaude, qui s'en va se chauffer dans les draps d'un évêque, se fait encore porter au testament comme si elle était épouse légitime. Eh oui, j'ai peut-être eu tort. » Béatrice aida Mao à ôter sa chemise de jour. La géante levait son énorme bras, découvrant aux aisselles une triste toison blanche. La graisse formait bosse sur sa nuque, comme sur l'échine des bœufs. La mamelle était lourde, affaissée, monstrueuse. « Elle est vieille, pensait Béatrice. Elle va mourir. Mais quand ? Jusqu'à son dernier jour, je vais vêtir et dévêtir ce vilain corps et user toutes mes nuits auprès. Ah, et lorsqu'elle sera morte, que m'arrivera-t-il ? Monseigneur Robert va sans doute gagner, avec l'appui du roi. La maison de Mao sera dispersée. » Quand elle eut passé autour de Mao la chemise de nuit, Béatrice reprit
si vous faisiez offrir à cette Divion de lui payer le legs qu'elle réclame, et même quelque chose en sus, vous la ramèneriez sans doute dans votre parti. Et si elle a servi à votre neveu pour de mauvaises besognes, vous pourriez connaître lesquelles et en tirer avantage. « C'est peut-être sagesse, ce que tu dis là, » répondit Mao. « Mon comté vaut bien de dépenser 1 millier de livres, même pour payer le péché. Mais comment l'approcher, cette catin ? Elle loge à l'hôtel de Robert, qui doit la faire surveiller de près, et même la caresser un peu à l'occasion, car il n'a guère de dégoût. Il ne faudrait pas que la démarche fût éventée. Je m'offre, madame, à aller la voir et à lui parler. Je suis la nièce de Thierry. Il pourrait m'avoir confié pour elle quelque volonté. » Mao regarda attentivement le visage calme, presque souriant de sa demoiselle de parage. « Tu risques gros, dit-elle. Si jamais Robert l'apprend. »« Je sais, madame, je sais ce que je risque. Mais le péril n'est point pour m'effrayer, » dit Béatrice en ramenant sur la comtesse qui s'était couchée la couverture brodée. « Allons. Ah, tu es une bonne fille, dit Mao. La joue ne te brûle pas trop ? » ?»« Si, madame, toujours, pour vous servir. » Béatrice et Robert. Lormel avait reçu à la petite porte de l'hôtel, celle qu'empruntaient les fournisseurs, comme si la visiteuse avait été une quelconque fripière ou brodeuse venue livrer une commande. D'ailleurs, vêtue d'une pèlerine de léger drap gris dont le capuchon lui couvrait les cheveux, Béatrice d'Hirson ne se distinguait en rien d'une ordinaire bourgeoise. Elle avait immédiatement reconnu le vieux serviteur personnel de Monseigneur d'Artois. Mais elle n'en avait pas montré l'étonnement, pas plus qu'elle n'en témoignait à traverser les 2 cours, les bâtiments de service, et à voir qu'on la conduisait vers les appartements seigneuriaux. Lormet allait devant, le souffle un peu bruyant, et se retournait de temps en temps pour jeter par-dessus l'épaule un regard défiant sur cette fille trop belle, à la démarche glissante et balancée, et qui ne paraissait nullement intimidée. « Qu'ont à faire ici les gens de Mao ?» bougonnait intérieurement Lormet. « Quel plat de sa façon cette gueuse vient-elle cuire à nos fourneaux ? Ah, monseigneur Robert est bien imprudent de lui avoir laissé franchir lui. La dame Mao sait bien comment agir, ce n'est pas la plus laide de ces femmes qu'elle lui dépêche. » Un couloir voûté, une tapisserie, une porte basse qui tourna sur des gonds bien huilés, et Béatrice vit, aux 3 murs, Saint-Georges dardant sa lance, Saint-Maurice appuyé sur son glaive et Saint-Pierre tirant ses filets. Monseigneur Robert se tenait debout au milieu de la pièce, les jambes largement écartées, les bras croisés sur le poitrail et le menton posé sur le col. Béatrice abaissa ses longs cils et se sentit parcourue d'un délectable frémissement de crainte et de satisfaction mêlée. « Vous ne vous attendiez point à me voir, je pense, » dit Robert d'Artois. « Oh, si, monseigneur, » répondit Béatrice de sa voix lente. « C'était bien vous que j'espérais approcher. » Elle avait fait le nécessaire pour cela, et si peu déguisé pendant 1 semaine ses émissaires auprès de la Divion, que tout l'hôtel devait être averti. La réponse surprit un peu Robert. « Alors, que venez-vous faire ? M'annoncer la mort de ma tante Mao ?»« Oh non, monseigneur. Madame Mao s'est seulement cassé une dent. »« Ah, belle nouvelle, dit Robert. Mais qui ne me paraît pas valoir le dérangement. Vous envoie-t-elle en messagère ? Voit-elle qu'elle a perdu sa cause ? Et veut-elle à présent traiter avec moi ? Je ne traiterai pas. »« Oh non, monseigneur. Madame Mao ne veut pas traiter puisqu'elle sait qu'elle gagnera. »« Elle gagnera ? En vérité, contre 55 témoins, tous s'accordent pour reconnaître les vols et tromperies commis à mon endroit. » Béatrice sourit. « Madame Mao en aura bien 60, monseigneur, pour prouver que vos témoins disent faux, et qui auront été payés le même prix. »« Ah, ça, la belle, est-ce pour me narguer que vous êtes entré ici ? Les témoins de votre maîtresse ne vaudront rien, parce que les miens appuient de très bonnes pièces, que je montrerai. »« Ah, vraiment, monseigneur ?» dit Béatrice d'un ton faussement respectueux.
Alors c'est que madame Mao se trompe sur la raison de la grande recherche de sceaux qui se fait en Artois ces temps-ci pour votre maison. »« On recherche des sceaux ?» dit Robert irrité. « Parce qu'on recherche toute pièce ancienne, et que mon nouveau chancelier veille à mettre ordre en mes registres. »« Ah, vraiment, monseigneur ?» répéta Béatrice. « Mais ça n'est pas à vous de m'interroger. C'est moi qui vous demande ce que vous cherchez ici. Vous venez soudoyer mes gens. »« Nul besoin, monseigneur, puisque je suis parvenu jusqu'à vous. »« Mais que me voulez-vous à la parfum ?» s'écria-t-il. Béatrice parcourait la pièce du regard. Elle vit la porte par laquelle elle était entrée, et qui s'ouvrait dans le ventre de la Madeleine. Elle eut un léger rire. « Est-ce par cette chatière que passent toujours les dames que vous recevez ?» Le géant commençait à s'énerver. Cette voix traînante, ironique, ce rire bref, ce regard noir qui brillait un instant et s'éteignit aussitôt derrière les longs cils recourbés, tout cela le troublait un peu. « Prends garde, Robert, se disait-il. C'est là garce fameuse, et qu'on ne doit pas t'envoyer pour ton bien. » Il la connaissait de longue date, la demoiselle Béatrice. Ce n'était pas la première fois qu'elle le provoquait. Il se rappelait comment, à l'abbaye de Chaalis, sortant d'un conseil nocturne autour du roi Charles IV, à propos des affaires d'Angleterre, il avait trouvé Béatrice qui l'attendait sous les arches du cloître de l'hôtellerie. Et bien d'autres fois encore. À chaque rencontre, c'était le même regard attaché au sien, le même mouvement onduleux des hanches, le même soulèvement de poitrine. Robert n'était pas homme que la fidélité ligotait. Un tronc d'arbre habillé d'un jupon l'eût fait sortir de sa route. Mais cette fille, qui était à Mao et pour toute besogne, lui avait toujours inspiré la prudence. « Ma belle, vous êtes sûrement bien gueuse, mais peut-être également êtes-vous avisée. Ma tante croit qu'elle gagnera sa cause, mais vous, l'œil plus ouvert, vous vous dites déjà qu'elle la perdra. Sans doute pensez-vous que le bon vent va cesser de souffler du côté de Conflans et qu'il serait temps de se faire bien voir de ce monseigneur Robert dont on attend Mehdi, auquel on a si grandement nui, et dont la main risque d'être lourde le jour de la vengeance. N'est-ce pas ?» Il marchait de long en large selon son habitude. Il portait une cotte courte qui lui moulait la panse, les énormes muscles de sa cuisse tendaient l'étoffe de ses chausses. Béatrice, à travers ses cils, ne cessait de l'observer depuis la rousse chevelure jusqu'aux souliers. « Comme il doit peser lourd, pensait-elle. »« Mais on n'acquiert pas mes faveurs par un sourire, sachez-le, » continuait Robert. « À moins que vous n'ayez grand besoin de monnaie et quelques secrets à me vendre. Je récompense si l'on me sert, mais je suis sans pitié si l'on veut me truffer. »« Je n'ai rien à vous vendre, monseigneur. » « Alors, demoiselle Béatrice, pour votre gouverne et salut, sachez que vous aurez avantage à prendre au large des portes de mon hôtel, quel que soit le prétexte à vous en approcher. Mes cuisines sont bien gardées, mes plats sont éprouvés, mon vin est essayé avant qu'on ne me le serve. » Béatrice se passa les lèvres sur la pointe de la langue, comme si elle goûtait une liqueur savoureuse. « Il redoute que je ne l'empoisonne, » se disait-elle. Oh, qu'elle s'amusait, et qu'elle avait peur à la fois. Et Mao, pendant ce temps, qui la croyait occupée à circonvenir la Divion. Oh, l'admirable moment. Béatrice avait l'impression de tenir au creux de sa main plusieurs lacs invincibles et mortels. Encore fallait-il les bien assujettir. Elle rabattit en arrière son capuchon, dénoua le cordon du col et ôta sa pèlerine. Ses cheveux sombres, épais, étaient tordus en tresses autour des oreilles. Sa robe de marbré, fort échancrée sur la poitrine, montrait la naissance généreuse des seins. Robert, qui aimait les femmes plantureuses, ne put s'empêcher de penser que Béatrice avait gagné en beauté depuis leur dernière rencontre. Béatrice étala sa pèlerine sur le dallage de façon qu'elle couvrit la moitié d'un rond. Robert eut un regard de surprise. « Que faites-vous donc là ?» Elle ne répondit pas, tira de son aumônière 3 plumes noires, qu'elle posa sur le haut de la pèlerine, les croisant pour former comme une petite étoile, puis elle se mit à tourner, décrivant de l'index un cercle imaginaire et murmurant des paroles incompréhensibles. « Mais que faites-vous » répéta Robert. « Je vous ensorcelle, monseigneur, »
répondit tranquillement Béatrice, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, ou tout au moins la chose la plus coutumière pour elle. Robert éclata de rire. Béatrice le regarda et lui prit la main, comme pour l'amener à l'intérieur du cercle. La main de Robert se retira. « Vous avez peur, monseigneur ?» dit Béatrice en souriant. Voilà bien la force des femmes. Quel seigneur eût osé dire au comte Robert d'Artois qu'il avait peur, sans recevoir un point énorme sur la face ou une épée de 20 livres en travers du crâne. Et voici qu'une vassale, une chambrière, vient rôder autour de son hôtel, se fait conduire jusqu'à lui, occupe son temps à lui conter des sornettes. Mao a perdu une dent, je n'ai pas de secret à vous vendre, étend son manteau sur le carrelage et lui déclare en belle face qu'il a peur. « Vous semblez avoir toujours craint de vous approcher de moi ?» continua Béatrice. « Le jour que je vous vis pour la première fois, il y a bien longtemps, à l'hôtel de Madame Mao, quand vous vîntes lui annoncer que ses filles allaient être jugées. Peut-être ne vous souvenez-vous pas. Déjà, vous vous étiez détourné de moi. Et souvent de fois depuis, non, monseigneur, ne me faites point croire que vous auriez peur. » Sonner Lormet, lui ordonner d'éloigner cette moqueuse, n'était-ce pas ce que la sagesse conseillait à Robert, sans perdre davantage de temps? « Et que cherches-tu avec ta chape, ton cercle et tes 3 plumes ?» demanda-t-il. « À faire apparaître le diable !»« Mais oui, monseigneur, » dit Béatrice. Il haussa les épaules devant cette gaminerie et par jeu avança dans le cercle. « Voilà qui est fait, monseigneur. C'est tout juste ce que je voulais. Parce que c'est vous, le diable. » Quel homme résiste à ce compliment-là? Robert eut cette fois un vrai rire, un rire de gorge satisfait. Il prit le menton de Béatrice entre le pouce et l'index. « Sais-tu que je pourrais te faire brûler comme sorcière ?» « Oh, monseigneur !» Elle se tenait contre lui, la tête levée vers les larges mâchoires piquées de poils rouges. Elle percevait son odeur de sanglier forcé. Elle était tout émue de danger, de trahison, de désir et de satanisme. Une ribaude bien franche, comme Robert les aimait. « Qu'est-ce que je risque ?» se dit-il. Il la saisit aux épaules, la tira contre lui. « C'est le neveu de Madame Mao, son neveu qui lui souhaite tant de mal, » pensait Béatrice, tandis qu'elle perdait souffle contre sa bouche.